nous arrivons finalement à ce moment que nous avons attendu de réaliser ce webinaire. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus sur ce webinaire sur les mécanismes de plainte pour la sauvegarde organisé par le Centre de ressources et de support. Mon nom, c'est Eli Gassagara. Je suis spécialiste dans la protection des enfants et des adultes et je travaille comme indépendant, supportant les organisations humanitaires de développement à mettre en place des systèmes solides de sauvegarde, de formation et la formation et à conduire des investigations. Ce webinaire permettra de partager les expériences dans la mise en place des mécanismes de plainte et dans le milieu humanitaire et de développement, bien sûr. Nous avons deux excellents panélistes qui se sont préparés. Et l'un vient d'une organisation internationale, l'autre vient d'une organisation locale au Congo. Nous allons donc profiter de leur expérience dans la mise en place des mécanismes de plainte réussis, comment ils ont surmonté les défis et surtout comment ils traitent les plaintes sensibles qui leur parviennent. Et pour le faire, les deux panélistes vont nous présenter chacun selon le domaine qui lui a été assigné, afin que nous puissions bien comprendre ce sujet important. Nous commencerons par Elisabeth Tessougé. Elisabeth Tessougé est conseillère en sauvegarde pour Vision mondiale au Mali. Elle est le point focal de la sauvegarde au sein de l'organisation. Elle est responsable de la mise en œuvre de la politique de sauvegarde pour protéger les enfants et les adultes. Elisabeth va nous présenter les points essentiels pour la réussite de la mise en œuvre des mécanismes de plainte. Le deuxième panéliste, c'est M. Rémi Kassiki. Rémi est chef de projet pour Mavuno, une organisation non gouvernementale congolaise travaillant à l'est du Congo, de la RDC. Il est responsable de la mise en œuvre des politiques visant à protéger des personnes à risque d'exploitation et d'abus sexuels. En plus de son travail humanitaire, Rémi est également enseignant et chercheur à l'Université de l'Assomption au Congo. Il va nous présenter les étapes à suivre dans la mise en œuvre des mécanismes de plainte ainsi que les défis rencontrés. Les points importants pour ce séminaire ou pour ce webinaire: vous êtes tous dans le mode silence, le mode muté, et vos vidéos sont éteintes. Ceci, c'est pour permettre une bonne qualité du son et de la connexion sur le webinaire. La section chat est également bloquée, excepté pour les panélistes, afin qu'ils puissent vous répondre aux questions ainsi que l'appui technique qui est nécessaire. Nous vous informons que nous allons enregistrer ce webinaire pour la mettre sur le site du Centre de ressources et de support afin de permettre ceux qui ne sont pas avec nous de pouvoir le suivre après la séance. Vos noms ne vont pas apparaître sur l'enregistrement qui va être partagé. Nous aurons également une série de questions-réponses. Vous avez la possibilité de poser des questions tout au long du webinaire en utilisant la section Q&A, questions-réponses, Q&A, que vous trouvez en bas de votre écran, Q&A. Nous vous invitons donc à poser des questions dans cette section et nous essayerons d'y répondre tout au long, après la présentation par les deux panélistes. Vous avez également la possibilité de voter pour des questions que vous trouvez plus pertinentes et nous commencerons à répondre à ces questions et nous essayerons de répondre à toutes les questions dans la mesure du temps qui nous est alloué. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas également à partager vos commentaires. Avant la fin de ce webinaire, nous aurons un petit questionnaire de 2 questions que nous vous inviterons à répondre. Mesdames et messieurs, je vous remercie encore une fois et je me permets de passer la parole aux 2 panélistes qui vont nous présenter dans l'ordre qui nous a été communiqué, en commençant par Madame Elisabeth Tessougé. Elisabeth, à vous la parole. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Mon intervention va s'articuler autour des questions du mécanisme de traitement de plainte. Et le deuxième point, ce serait les éléments d'analyse avant la conception. Le troisième élément, ce serait comment mettre en place des mécanismes de plainte.
Et le quatrième point serait les étapes de mise en place des mécanismes de plainte. Donc, ici, la question se pose, qu'est-ce qu'un mécanisme de traitement des plaintes? Donc, c'est un moyen pour les communautés de faire part de leurs préoccupations de protection aux comités ou aux organisations humanitaires. C'est également un moyen pour les comités et organisations d'écouter les commentaires et les plaintes des membres de la communauté et de répondre de manière opportune, confidentielle et impartiale. Les commentaires ou les plaintes peuvent être divers, notamment les services ou les procédures du programme, la fraude ou la corruption, ou l'exploitation et les abus sexuels. Ce mécanisme doit comprendre un éventail de canaux sûrs, accessibles et appropriés pour tous les membres de la communauté. Slide. De ce processus, il y a des analyses à faire et les analyses portent sur les points suivants. Il s'agit de l'information. Et le deuxième élément, c'est la culture. Et les cultures diffèrent d'un pays à un autre ou d'une région à une autre. Nous devons tenir compte de cette question de culture. Le contexte également, la terminologie et la langue. Nous allons parler un peu de l'accessibilité, et le lieu, la confidentialité et la sécurité. Nous parlons également de la sensibilité des plaintes, les obstacles au dépôt de plainte, la fiabilité, et nous parlons de mode de communication en dernier point. La liste n'est pas exhaustive. Slide. Ce slide nous permet de comprendre comment mettre les mécanismes de plainte. Et nous comprenons que c'est une approche transorganisationnelle et un mécanisme de plainte efficace requiert la contribution de différentes activités et domaines de travail. À cela, nous avons besoin d'avoir un support assez consistant avec des engagements des dirigeants de l'organisation pour la sauvegarde des populations à risque. Aussi, nous partageons les politiques de l'organisation qui définissent la conduite des agents. À ce niveau, nous parlerons du code de conduite qui peut également différer d'une organisation à une autre organisation, que ce soit internationale ou nationale. Et c'est ce code de conduite qui favorise l'expression des plaintes au niveau des communautés. Ensuite, nous devons mettre l'accent sur les actions de mobilisation de la population locale. Quiconque parle de communauté, il faut une mobilisation pour une meilleure compréhension du mécanisme. Ensuite, il faut former, faire des concertations avec des partenaires et aussi voir les procédures financières et d'audit. Ensuite, penser à des procédures de ressources humaines et des activités de suivi, d'évaluation et d'apprentissage pour le programme. Slide. À ce niveau, nous parlerons des étapes de mise en place des mécanismes de plainte.
nous avons besoin d'avoir un leadership résolu à rechercher et à donner suite aux plaintes ou aux signalements. Aussi, c'est un processus interne qui nous permet de traiter les signalements lorsqu'ils sont soumis. Et à ce niveau, nous avons besoin de savoir qui est responsable de quoi et quels domaines de travail seront responsables de quoi. C'est des questionnements qui sont là à résoudre au sein de la communauté. Effectuer une cartographie des services de soutien locaux et des lacunes qui peut aller du soutien financier, juridique, psychosocial ou médical sur la protection de l'enfant et l'application de la loi ou la politique en vigueur. Ensuite, nous allons penser à former le personnel sur les mécanismes de plainte et les signalements et comment recevoir et comment gérer ces signalements. Slide. Nous parlerons également de la coordination avec les autres organisations, qui est aussi assez important et capital, si possible et pertinent. Trouver d'autres ONG ou organisations civiles avec lesquelles créer un mécanisme conjoint qui renforce vraiment ce processus au niveau local jusqu'à la base. Et ensuite, expliquer à la population affectée que le personnel et les programmes ne devraient pas causer d'exploitation ou d'abus sexuels ou d'autres préjudices aux membres de la communauté ou aux bénéficiaires. Consulter les différents membres de la population affectée sur la manière dont ils aimeraient soumettre un signalement. Décider comment la communauté, de manière appropriée, peut donner une réponse au signalement. Et établir également des canaux par lesquels les populations affectées peuvent signaler des incidents. Pour cela, nous avons besoin de donner une bonne information à la population affectée sur l'existence du mécanisme, également être réactif, avoir des sessions de discuter quand l'occasion se présente, et aussi proactif pour organiser des réunions. Slide. Merci Elisabeth pour ta présentation sur les étapes à suivre quand vous voulez mettre en place les mécanismes de plainte et justement en plus d'avoir présenté les mécanismes de plainte en général. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui va nous être présentée par Rémi Kassiki, et comme il vous a été introduit. Rémi, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Et effectivement, je vais présenter la suite de ce que Madame Elisabeth nous a présenté. Et ça sera sur que faire lorsque les plaintes arrivent. Lorsque vous venez d'installer votre mécanisme de gestion des plaintes, il y a à faire. Tu peux mettre ta vidéo. Pardon? Tu peux mettre ta vidéo si c'est possible, s'il te plaît. Voilà, merci. C'est déjà. Premièrement, quand les plaintes vous arrivent, vous avez à faire une analyse et un traitement de la plainte. Dans l'analyse, vous allez déterminer la validité de la plainte. Vous allez déterminer le type de plainte qui vous est arrivé et la façon dont elle sera traitée. Par exemple, une plainte sensible ou pas sensible. Vous allez établir
que l'engagement n'a pas été respecté avec la communauté. Vous allez décider des mesures à prendre pour y donner suite. Et là, c'est en interne de l'organisation. Suivant. Après l'analyse et le traitement des plaintes, slides, vous allez passer à l'examen et à l'enquête si la plainte a été jugée recevable ou fondée. Dans l'enquête, vous allez voir que certaines plaintes peuvent exiger des enquêtes spécialisées pour valider leur validité et confirmer la violation des politiques internes, par exemple. Et ici, les plaintes qui nécessitent, par exemple, l'enquête minutieuse ou spécialisée, c'est les cas d'exploitation ou d'abus sexuels. Deuxièmement, des plaintes relatives aux programmes non gérés par les structures en place dans l'exécution des programmes. Et aussi, vous allez voir des plaintes d'ordre pénal ou juridique qui sont normalement soumis à des traitements spéciaux. Par exemple, hors traitement administratif. Ici, c'est dans le cas des plaintes qui sont jugées sensibles. Slide. Les étapes à suivre dans le traitement d'une plainte. Premièrement, vous recevez la plainte aux différents points d'accès et vous la documentez. Et là, les différents points d'accès sont dans la communauté. Deuxièmement, vous évaluez et attribuez la plainte. Ici, l'évaluation consiste à voir la gravité de la plainte afin de décider de l'approche de l'enquête et de répartir les rôles et les tâches des intervenants. Troisièmement, vous allez accuser réception. Et ici, il s'agit de présenter la plainte et il faut signaler au plaignant que vous avez reçu sa plainte. Quatrièmement, vous allez enquêter. Ici, vous enquêtez sur la plainte et identifiez les options de solution. Slide. Et cinquièmement, vous allez répondre. Il faut répondre au plaignant après l'enquête, en énonçant les conclusions de l'enquête et les règlements proposés. Donc, la solution proposée. Et sixièmement, il y a la proposition de la solution. Et ici, c'est la réaction du plaignant qui est attendue au sixième point. Soit la solution est satisfaisante et le plaignant est satisfait de la solution donnée, soit le plaignant envisage un recours s'il juge la solution est satisfaisante. Et septièmement, vous allez faire le suivi et la clôture du dossier de la plainte. Ici, le suivi consiste à la mise en œuvre de la résolution prise, mais aussi la conclusion, le suivi et l'évaluation de l'exécution de la résolution prise. Slide. Dans la mise en place des mécanismes de plainte, il y a toujours des obstacles selon le contexte et selon les milieux. Et ici, nous avons pensé aussi à vous partager certains obstacles ou certaines barrières. Notamment, le mécanisme de plainte a toujours eu face au financement du processus, et financement dérisoire ou pas du tout. Mais aussi la protection des acteurs du processus, le faible accès aux mécanismes mis en place, le faible accès à la justice par les plaignants, mais aussi les autres facteurs socio-environnementaux qui peuvent entraver le mécanisme de gestion des plaintes.
Slide. Et quittant cela, nous avons proposé quelques recommandations en vue de mettre en place des mécanismes de gestion de plaintes réussis. Pour mettre en place ces mécanismes de plaintes réussis, il faut s'assurer de politiques de protection des personnes à risque dans son organisation, mais aussi dresser un plan visant à orienter les cas urgents vers les services de soutien, notamment prise en charge médicale, psychologique et appui juridique. Et là, si l'organisation n'est pas spécialisée dans cette matière, elle peut recourir à l'expertise d'une autre organisation. Mais aussi proposer des solutions lorsque les services sont requis et lorsque les services requis sont inexistants. Par exemple, créer un partenariat avec d'autres acteurs humanitaires œuvrant dans la zone. Mais aussi, il faut respecter la confidentialité de toutes les parties prenantes dans le processus de traitement des plaintes. Et cela va favoriser le bon mécanisme de gestion des plaintes. Slide. Aussi, il faut garantir la disponibilité des informations au sujet du mécanisme dans les langues locales. Et ici, c'est très pertinent. Il faut faire largement connaître les mécanismes, par exemple via des réunions communautaires, mais aussi des émissions radiodiffusées sur des radios locales. Il faut fournir des points d'accès multiples. Les points d'accès doivent être pratiques à terme d'emplacement et de disponibilité. Et ici, il faut signaler que l'on doit placer les mécanismes aussi dans des endroits sécurisés. Utiliser des organisations internes aux communautés, par exemple comme des points focaux qui peuvent aider. Et avec ça, nous avons dit et nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi et Elisabeth, de votre présentation. Nous allons maintenant passer à la phase des questions-réponses. Nous avons déjà un certain nombre de questions qui sont dans le chat, dans les Q&A que beaucoup d'entre vous ont peut-être pu observer. Je vais vous poser certaines questions qui ont été posées. Et je vais commencer par une question d'ordre pratique. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis en train de voir un peu des questions qui ont été posées et je vais commencer par vous, Elisabeth. Et bien sûr, la même question se pose, vous pourrez répondre également à la question à vous de même, à toi, Rémi également. Est-ce que vous pouvez donner des cas pratiques pour illustrer ces mécanismes? Un cas pratique, comment est-ce que vous avez mis en place vos mécanismes pratiquement et pour illustrer, afin qu'ils comprennent un peu les défis que vous avez rencontrés ou dans la pratique? Elisabeth, s'il vous plaît. OK, bonjour. Pour le cas de World Vision, nous avions travaillé dans le domaine de l'urgence. Il s'agit de la distribution, par exemple, de food aux communautés déplacées qui étaient vraiment dans la nécessité. Et ceci étant, nous avons travaillé avec une autre organisation avec qui nous avons reçu ce financement, qui était le PAM. Donc, nous avons vu que le principe de sauvegarde recommande fortement la mise en place des mécanismes de plainte dans de telles situations, parce que c'est des communautés qui sont affectées, ils sont fragiles, ils peuvent être exposés à beaucoup de choses venant de la communauté et même de ses partenaires qui sont en train d'accompagner cette communauté face à la situation qu'ils sont en train de traverser. Donc, c'est ce qui nous a amené réellement à travailler avec les communautés, c'est-à-dire les autorités locales et la communauté pour voir
comment est-ce que nous pourrons travailler avec eux en toute sécurité et comment est-ce qu'ils vont se sentir plus en sécurité dans leur communauté, compte tenu de beaucoup de situations qu'ils ont traversées face à cette crise communautaire. Donc, c'est à cet effet que nous avons recensé un certain nombre de problèmes qu'ils ont élaborés et ils nous ont soumis ces problèmes. Et nous avons procédé de cette manière en posant la question. Si nous devons travailler avec eux et que nous devons distribuer l'aide alimentaire, nous devons leur donner de l'aide alimentaire et comment est-ce qu'ils vont penser être en sécurité et au besoin, s'il y a des situations, comment est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent se faire déposer des plaintes et également recevoir un soutien de la part de nous en tant qu'organisation. Et ils ont discuté tous ces éléments. Nous avons recensé ces points. En ce moment, nous avons dit, est-ce que vous serez prêts à donner des membres de la communauté qui pourront nous aider à veiller à ce que nous sommes en train de faire, à nos comportements, à nos pratiques, à notre façon de les soutenir? Est-ce qu'ils seront prêts réellement à nous accompagner dans ce processus? Et la communauté a été avec nous et c'est ainsi que les personnes qu'ils ont désignées, nous avons essayé de mettre cela en pratique. Nous avons essayé d'organiser ce comité. Entre eux-mêmes, ils ont organisé, voilà, X fera ça, quand il y a telle situation, quand il y a tel autre événement. Et c'est ainsi que ce comité a été mis en place. Et nous avons donné une formation par rapport à la politique de sauvegarde. Et quand je dis politique de sauvegarde, nous parlons beaucoup plus de protocole de comportement. Et parce qu'au niveau de notre protocole, par rapport à la sauvegarde, politique de sauvegarde, nous avons des comportements acceptables, des comportements qui ne sont pas acceptables. Et ces comportements ont été exposés à la face de toute la communauté. Donc, quand je dis communauté, c'est tout le monde, même les enfants, parce que nous mettons aussi beaucoup l'accent sur les enfants, comme la sauvegarde le dit, les adultes et les enfants bénéficiaires. Donc, ils ont tous reçu cette orientation de façon globale. Et maintenant, nous avons procédé, nous avons demandé à la communauté, comment est-ce que vous aimeriez que vos plaintes-là soient reçues par l'organisation? Comment est-ce que nous allons pouvoir les recevoir? Donc, ils ont dit, OK, nous allons demander à ce que vous créez une boîte et comme ça, on peut écrire eux-mêmes. Et toutes les communautés n'ont pas la capacité également d'écrire, qui connaît nos communautés au niveau local. Voilà. Donc, et certains ont pensé qu'il faut désigner le président du comité à qui ceux qui auront des plaintes pourront s'adresser directement à celui-là et partager leurs plaintes. Ou quelle autre approche nous pourrons utiliser? Nous les avons posé la question. Ils ont dit que, OK, en dehors de ces deux, ils vont essayer de réfléchir au cas où ces deux ne fonctionneraient pas. Et c'est ainsi que ce processus a été adopté. Ceux-là qui ne pourront pas écrire pourront appeler. Le numéro a été disponible de la personne indiquée parmi les membres du comité. Donc, et les communautés devraient appeler ces personnes au besoin ou utiliser la boîte qui a été déposée à un endroit où eux-mêmes, ils ont indiqué qu'il faudrait que ce soit déposé à tel endroit et que les gens pourraient aller en toute sécurité et confidentialité et puis déposer les plaintes. Donc, c'est ce processus qui a été fait. Mais qui connaît réellement la communauté? Le défi a été quoi? La lenteur dans le dépôt de plaintes. Même s'ils ont eu des cas, c'était des cas qui n'étaient pas assez je dis pas qu'ils n'affectaient pas la communauté, mais c'était pratiquement des situations qui se passaient entre eux-mêmes, OK? Et qui se passaient entre eux-mêmes. Donc, mais pour ce qui est d'autres éléments d'exploitation, par exemple, ou d'abus sexuels ou d'autres harcèlements, actes de harcèlement ou d'autres comportements, c'était difficile. Nous n'avons pas reçu ce genre de plaintes. Et nous avons pensé que sûrement notre procédure n'a pas été assez consistante ou ils n'ont pas été assez édifiés. À cela, nous avons augmenté encore
les séances d'information, de sensibilisation et continuer toujours avec ce processus. Donc, je voudrais m'arrêter là pour laisser place sûrement à Rémi s'il a quelques points à ajouter, malgré qu'on n'est pas dans le même pays, mais les mécanismes s'apparentent et je pense qu'on a les mêmes approches parce qu'on est en Afrique. Merci. Merci. Je vais peut-être poser une question à Rémi, une autre question à Rémi. Rémi, vous avez mentionné du droit de recours. Il y a deux participants qui ont posé la question de savoir est-ce que ils ont vraiment droit au recours et où est-ce qu'ils peuvent faire recours. Merci. Ok, merci pour la question posée. Par rapport au recours, effectivement qu'ils ont droit au recours. Pratiquement, nous avons, dans le cadre de la mise en place de notre mécanisme de gestion des plaintes, nous installons dans chaque village ou dans chaque communauté au sein de laquelle nous intervenons un comité de gestion des plaintes locales. Et c'est un comité qui est constitué par les membres de la communauté, mais aussi les délégués des bénéficiaires. Alors, étant donné que nous sommes dans une communauté où la plupart sont des analphabètes, donc ont des difficultés d'écrire, et malgré que nous avons installé des boîtes à suggestions, certains ne parviennent pas à canaliser leurs plaintes au sein des boîtes à suggestions, alors ils canalisent leurs plaintes au sein du comité-là. Alors, c'est le comité local de gestion des plaintes qui canalise la plainte auprès de notre organisation. Et après traitement, nous rentrons au sein de la communauté et à travers des réunions communautaires ou à travers des réunions avec certains leaders, nous transmettons la solution apportée à la plainte. Et si le plaignant n'est pas d'accord avec ce que nous avons donné comme solution, il a droit au recours et il passe par le même canal, donc par le même comité. Et c'est le même comité qui va encore retransmettre les recours. Et à notre niveau, les agents de terrain vont aussi canaliser les recours à l'hiérarchie de l'organisation. Et la plupart des plaintes que nous recevons, c'est par rapport aux activités, donc au déroulement des activités. Et la plupart des fois, les réponses sont satisfaisantes et la communauté est toujours satisfaite des réponses apportées à leurs plaintes. Merci. Merci Rémi. Je vais maintenant poser la question à qui d'entre vous qui soit plus approprié à répondre. Les mécanismes de plainte ne peuvent-ils pas être une arme de règlement de compte d'une communauté à l'endroit d'un staff ou d'une organisation? Comment est-ce que vous avez géré ça ou qu'est-ce que vous recommanderez pour des organisations ou le personnel qui auraient peur qu'en ouvrant cette porte, on donne la possibilité aux organisations de s'attaquer au personnel ou à l'organisation ou se venger à l'organisation? OK. Je vais prendre la parole. Effectivement, c'est le grand hic dans cette approche pour les uns et les autres. C'est un grand défi. Et c'est ce qui fait que très souvent, l'information qui doit être donnée à la communauté ne reçoit pas cette information comme ceci se doit. Parce que les gens ont peur, effectivement, de ne pas, que ce ne soit pas un règlement de compte pour quelqu'un qui est dans cette communauté et qui a eu peut-être des antécédents avec un individu et que cet individu ne puisse réellement revenir à lui contre-coup, à faire des contre-coups. Mais cependant, je voudrais rassurer les uns et les autres que le processus demande un certain nombre de choses, de points. Une fois que les plaintes sont déposées et que le délai requis pour ouvrir ces boîtes ou en tout cas pour revenir à ces dépôts qui ont été déposés au niveau des membres du comité,
Donc, toutes les plaintes qui ont été déposées, il y a une session qui est organisée pour les ouvrir. On ouvre ces plaintes ou on fait part de ces plaintes et c'est une analyse qui est faite. Lesquelles sont des plaintes qui sont purement communautaires, lesquelles sont des plaintes qui sont des plaintes réellement choses graves, qui méritent d'autres dispositions. Et c'est une analyse qui est faite. Et quand l'analyse est faite et qu'il se trouve qu'il y a des plaintes qui sont assez graves, qui compromettent par exemple un staff ou qui compromettent un partenaire, c'est une enquête qui est ouverte. Une enquête est ouverte et ces enquêtes nous permettent d'établir la preuve. Et tant que la preuve n'est pas établie contre cet individu par rapport aux faits qui ont été cités, donc la personne ne peut pas du tout être sanctionnée par l'organisation à cause du fait que la plainte a été déposée. Les sanctions interviennent si l'enquête devient concluante et que les personnes qui ont été des témoins à l'acte ont effectivement confirmé que la plainte qui est déposée est réellement fondée. En ce moment, des dispositions seront prises contre la personne. Mais maintenant, si c'est des cas de règlement de compte, c'est sûr que ce n'est pas une seule personne qui sera au courant. Donc, et l'enquête va prouver que c'est juste un antécédent qui n'a rien à voir avec le travail ou le comportement de la personne avec la communauté qui a fait qu'il y a eu telle chose. Donc, je pense que nous ne nous jetons pas directement sur les faits, mais c'est des enquêtes qui sont menées pour établir la preuve. S'il n'y a pas de preuve, il n'y aura pas de sanction. Mais quand la preuve est établie, en ce moment, des dispositions seront prises au niveau de l'organisation telle que la politique le recommande. C'est ce que je voudrais dire par rapport à ce point. Rémi, tu peux ajouter au besoin. Peut-être je vais poser une autre question pour l'intérêt des audiences et pour la gestion du temps, parce qu'on a beaucoup de questions. Juste pour clarifier, il est très, très important, comme tu le dis, Elisabeth, que les mécanismes de plainte, avant de les mettre en place, on calme tout le monde et que tout le monde soit assuré qu'on ne va pas poursuivre le personnel si rien n'est avéré après investigation. Donc, il faut aussi préparer les dirigeants parce que si les dirigeants, les responsables ne sont pas sensibilisés, ça ne va vraiment pas calmer le jeu. Une question pour vous, Rémi. Quelqu'un dit, je travaille dans un projet de nutrition et développement de l'enfance. Nous devons travailler avec les animateurs dans les villages, mais il se trouve que ceux qui sont passés pour expliquer le projet ont fait trop de promesses aux communautés. Cela n'a pas suivi. Aujourd'hui, les communautés se plaignent et ne s'impliquent pas dans les activités. Qu'est-ce que vous direz de fausses promesses et des plaintes, justement, quand les gens se plaignent comme ça? Ok, merci pour la préoccupation de l'ami. Et nous-mêmes, nous travaillons souvent dans des zones où d'autres organisations ont œuvré et n'ont pas satisfait aux attentes de la population. Pour cet ami, je lui dirais, en principe, quand on arrive dans un nouveau terrain ou dans une nouvelle communauté, on doit rester soi-même. Étant donné que chaque organisation a une vision, a une mission, mais aussi a une approche appropriée, c'est en partant de votre approche et en étant sincère envers vous-même que vous devez convaincre ou arriver à convaincre la communauté. L'exemple que je donne est simple. Nous sommes Mavuno et nous travaillons dans la sécurité alimentaire. Et quand nous arrivons dans une communauté donnée, il y a par exemple une autre organisation qui avait déjà fait des évaluations avant nous. Et cette organisation avait promis du cash. Et nous arrivons. La communauté croit que c'est nous qui allons matérialiser la promesse de nos prédécesseurs. Et nous venons
Et étant franc envers la communauté, nous leur disons, nous ne connaissons pas les cash et nous ne travaillons jamais avec les cash. Nous venons avec l'approche de l'appui à l'agriculture. Nous donnons les intrants agricoles et nous nous limitons là-bas. Et autre chose, c'est que l'ami doit aussi dire à la communauté, nous ne devons pas la gérer avec des flatteries. Il faut être vraiment clair avec la communauté. Quand il s'agit de promettre, d'ailleurs, moi, je décourage les promesses. Quand il s'agit de promettre, il faut promettre en étant sûr que vous allez intervenir. Si vous n'êtes pas encore sûr, il faut vraiment vous limiter à... Si vous êtes dans l'évaluation, vous limitez à l'activité d'évaluation. Et si vous êtes dans une activité d'appui à l'enfance, il faut dire clairement à la communauté que vous venez pour appuyer les programmes de la protection de l'enfance. Et que peut-être vous pouvez canaliser les autres doléances aux organisations, autres acteurs qui peuvent intervenir dans d'autres secteurs, étant donné que les secteurs humanitaires sont diversifiés. Et ça va permettre d'augmenter la crédibilité, de votre crédibilité au sein de la communauté. Au lieu de flatter ou de venir avec des fausses promesses, ça mieux être très clair et expliquer clairement votre mission, votre vision et votre approche. Et cela vous permettra, aussi à la communauté de comprendre ce que vous êtes venu faire réellement. C'est un peu ça. Parfait. Une question pour vous, Elisabeth. Est-ce que vous associez les autorités politico-administratives quand vous montez les mécanismes de plainte? Non, ils sont pas, les autorités politiques ne sont pas, ou administratives ne sont pas impliquées. Ils peuvent être impliqués à un seul niveau. Parce que nous, en tant qu'une organisation, nous ne pouvons pas nous substituer à la famille ou à la communauté pour déposer une plainte. Mais c'est à la communauté de se plaindre aux autorités administratives au besoin. Parfait. Et une question pour Rémi. Pensez-vous qu'il y ait des risques pour des membres des communautés de plainte de ne pas partager les plaintes sensibles ou de briser le principe de confidentialité? Oui, il y a des risques très graves. D'ailleurs, cela est parmi les obstacles que nous avons relevés. Quand le mécanisme ne garantit pas la protection des acteurs dans le processus, cela entraîne une réticence de la communauté à participer au mécanisme de plainte. Et là, le dénonciateur, celui qui a une information, aura la peur s'il ne se sent pas sécurisé par le mécanisme. Et il aura la peur de dénoncer. Et c'est là, on n'aura pas de plainte. On croira qu'il n'y a pas eu d'abus, il n'y a pas eu de faute ou de plainte, alors que réellement, en réalité, les gens se sont abstenus par crainte de représailles, par exemple, ou par crainte de cas d'iraton. Autre chose, c'est par rapport aux facteurs socio-environnementaux dont j'ai évoqué dans les obstacles. Il y a des communautés dans lesquelles tel habit est considéré coutumièrement comme une valeur. Et là, je donne l'exemple d'une de nos communautés dans lesquelles nous travaillons. Il y a des communautés dans lesquelles, par exemple, il suffit d'engrosser une fille de moins de 18 ans, elle est votre femme. Par exemple, dans cette communauté-là, on ne considère pas du tout d'abus sexuels puisqu'on considère qu'on est en train de contribuer, par exemple, à l'augmentation des membres de la famille. Et ça, c'est une communauté qui est là. Mais pour vivre dans cette communauté-là, il faut contourner cet obstacle-là. Alors, il faut voir comment contourner cet obstacle-là afin de pouvoir recueillir les plaintes relatives aux abus sexuels, par exemple.
OK, j'ai un point ici que c'est peut-être une question. L'un des obstacles au mécanisme de plainte est le financement. Souvent, il y a des ressources dédiées à cette composante, mais aussi, il n'y en a pas, quelquefois. Ainsi, les plaintes sont gérées par les mêmes agents que ceux qui font la gestion courante des activités et qui n'ont souvent pas le temps, et ce qui pose des problèmes de confidentialité pour les cas sensibles. Et comment est-ce que vous gérez ou qu'est-ce que vous proposerez pour résoudre ce problème? OK, je vais me jeter dans l'eau. C'est bon. En ce qui concerne le financement par rapport au mécanisme de plainte, je pense que nous voulons aller plus dans l'appropriation de la communauté par rapport à leur propre bien-être ou par rapport au bien-être de leurs enfants. L'aspect financement, si une organisation commence par financer ce processus, et au cas où le projet finirait, où le financement prendrait fin, comment la communauté va pouvoir continuer à s'occuper d'eux-mêmes, à considérer le bien-être des enfants dans leur communauté. Donc ça, c'est le grand hic. Ce qui fait que cet aspect de défi financier doit être assez minimisé dans l'approche. Peut-être les cas graves qui nécessitent réellement un recours à la justice ou un recours au niveau médicales, que nous puissions valoriser la collaboration avec d'autres organisations. Il y a des organisations qui apportent des soutiens et qui travaillent beaucoup avec les structures sanitaires dans les communautés pour voir comment, en cas de besoin, de cas de viol ou de cas de mariage forcé qui occasionnent des cas de conscience, d'appui psychosocial, ainsi de suite, il y a des structures qui ont des dispositions au niveau des structures sanitaires pour que des prises en charge soient faites à ce niveau. Donc, le financement n'est pas directement lié au comité qui est mis en place, mais le financement va au niveau des structures sanitaires pour que, à chaque fois que la communauté rencontre des défis par rapport aux cas qui affectent leur vie, qu'ils puissent se référer à cette structure où la prise en charge médicale est là, la prise en charge juridique est là, la prise en charge médicale est là, et l'appui psychosocial également est là, est disponible. En ce moment, ça va minimiser et l'appropriation va être de taille au sein de la communauté parce qu'ils savent que même si c'est un cas de plainte et que les autorités administratives peuvent être négligents en faveur de la victime ou de la survivante, que au niveau de cette structure, la prise en charge puisse être totale. Parce que si réellement la prise en charge médicale est faite en cas de blessure grave, et la structure médicale va demander réellement qu'il y ait une enquête. Et l'enquête va demander les autorités administratives, policières, administratives à ce niveau, pour qu'eux, ils puissent aller faire l'état des lieux en ce qui concerne la survivante. Et ce rapport va pouvoir concrétiser et compléter le document pour que l'aspect juridique aussi soit pris en compte. Donc, moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus de cette approche-là. Comment travailler avec les organisations internationales qui ont des dispositions dans ce sens et pour que la communauté ait confiance en cette procédure qui existe au niveau local, que même si eux-mêmes, ils ne peuvent pas se faire justice, mais à ce niveau, ils peuvent aller et traiter leurs problèmes et aussi être pris en charge dans les domaines où ils sont réellement, voilà, ils ont le besoin. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth. Les questions, nous avons reçu beaucoup de questions. Je vous garantis que nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Le Centre des ressources va compiler toutes les réponses. Nous allons contacter ces spécialistes pour que nous puissions trouver toutes les réponses appropriées et les partager sur le site
et surtout les partager avec vous qui avez participé à ce webinaire. Et une dernière question que je vais la poser à Rémi. À quel moment le mécanisme de plainte doit être mis en place? Et après cette question, nous allons passer au petit questionnaire dont je vous ai parlé et avant de terminer notre séminaire. Nous allons répondre à toutes ces questions que vous nous avez posées. Rémi. OK, merci. En principe, le mécanisme de gestion des plaintes est mis en place au début du projet. Oui. Et cela permet à la communauté de suivre de près tout le déroulement du projet ou tout le déroulement de chaque activité. Et cela permettra aussi aux acteurs du projet d'avoir un bon feedback de la communauté, étant donné que dans le cadre de la redevabilité, les acteurs de l'organisation ont besoin de feedback communautaire pour améliorer leurs prestations au sein de la communauté. Donc, c'est un mécanisme qui doit accompagner toute la vie du projet au sein de la communauté. Merci beaucoup. Une question pour toi. Il y a une question que je ne peux pas laisser passer compte tenu du contexte de travail ces derniers temps. Quelle est la meilleure pratique dans la collecte des plaintes téléphoniques entre ces deux approches? Dans d'autres termes, surtout pour les plaintes sensibles. Quelle est la meilleure pratique? Laisser le comité local collecter les plaintes téléphoniques ou laisser la tâche au staff au sein de l'organisation qui gère directement les plaintes? Et ça, c'est une question à vous, Elisabeth, pour les questions sensibles. Les plaintes sensibles, comme l'exploitation ou l'abus sexuel. OK. Pour l'exploitation et l'abus sexuel, selon la convenance de la communauté, s'ils ont mis l'accent, parce que, comme je l'ai dit, certains peuvent utiliser la boîte et en même temps un numéro de téléphone, comme la communauté peut décider de faire de cela, par exemple, de juste utiliser le numéro de téléphone. Et le comité est déjà formé et dans ce sens que toutes les questions ou toutes les plaintes qu'ils reçoivent sont des plaintes qui sont confidentielles. Avant l'analyse, qu'ils sachent que c'est confidentiel et ça ne doit pas être sujet de causerie de part et d'autre. Ce qui fait que la confidentialité est de taille et nous maintenons vraiment cette question de confidentialité. À moins que la victime ou la survivante même ou les parents de la survivante ne passent de bouche à oreille cette information. Autrement dit, si eux-mêmes, dès qu'ils ont reçu, ou dès que la victime même sent qu'elle est menacée et qu'elle appelle de façon confidentielle, le comité n'a pas le droit de divulguer cette communication. Et ça, merci. Il faut être clair là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Bien sûr, en plus de la confidentialité entre les deux approches, je dirais que le téléphone au personnel qui gère ça directement sera le plus approprié. Enfin, mais encore une fois, merci beaucoup pour tous les panélistes qui avaient participé à ceux qui avaient répondu à toutes ces questions et préparé de bonnes présentations. Merci pour tous les participants. Je voudrais que nous puissions avoir le temps de répondre au questionnaire, le petit questionnaire que nous souhaiterions que vous nous aidiez à répondre et à nous donner vos points de vue qui nous permettront d'améliorer. L'évaluation qui est devant vous, veuillez, s'il vous plaît, ça va prendre juste un petit temps de répondre à ces questions. Donnez-nous votre point de vue, répondez à ces questions rapidement et ça nous permettra d'améliorer et de préparer des séances qui sont appropriées à vos besoins réels. Merci beaucoup. Et alors que vous répondez à ce questionnaire et cette évaluation, je voudrais vous préciser que pour terminer, nous allons partager cet enregistrement avec vous. Et les présentations qui ont été faites vont être également mises sur le site des ressources, du Centre de ressources et de support. Et si vous voulez rester en contact avec le Centre de ressources et de support, veuillez souscrire. Veuillez souscrire au Centre de ressources et de support sur le journal ou le newsletter du Centre de ressources et de support. Et nous allons partager le lien avec vous dans le chat, la section de chat. Vous avez mis beaucoup de commentaires, j'ai remarqué. Donc, il y a le lien, le site pour le newsletter. Veuillez souscrire et prenez le site, copiez-le dans votre browser et vous allez souscrire. Nous souhaiterions rester en contact avec vous. Une fois que le lien est partagé,
Je voudrais franchement et sincèrement vous remercier de votre participation et de toutes les questions que vous avez posées, questions très pertinentes. Nous allons prendre le temps de les analyser. Les spécialistes qui vous ont présenté ce webinaire vont répondre à toutes ces questions et vous aurez certainement les réponses à toutes les questions qui ont été posées. Une fois de plus, je vous remercie de votre participation et j'espère vous revoir très prochainement dans le prochain webinaire des pays francophones.